Je m'appelle Sandrine Mercier, j'ai 40 ans, je suis célibataire et j'ai passé la majeure partie de ma vie à m'occuper des autres, en particulier de mes jeunes frères et sœurs après le décès prématuré de nos parents. Pendant des années, j'ai travaillé dur, économisé chaque euro et j'ai fini par acheter ce pavillon, mon premier véritable chez moi. Ce soir-là devait être une fête, ma pendaison de crémaillère, l'occasion de réunir la famille, de rire, de manger et de sentir que les choses étaient enfin normales. Le salon était rempli de bruit, de musique, de bavardage et de cliquetis de verre quand mon frère Julien s'est approché avec une assiette à la main, souriant plus largement que d'habitude. Il m'a tendu une part de gâteau et m'a dit « Mange un peu plus, Serette, on a préparé ça spécialement pour toi ». Ses yeux restaient fixés sur mes mains, surveillant chaque mouvement alors que je tendais la main vers la fourchette. Quelque chose ne tournait pas rond, le sourire n'atteignait pas ses yeux et la façon dont il se penchait, attendant, m'a alerté car j'avais déjà vu ce regard, mais jamais tout à fait comme ça. J'ai fait semblant d'ajuster l'ourlet de ma robe, je me suis penché juste assez et, d'un mouvement fluide, j'ai échangé mon assiette avec celle de Karine, ma belle-sœur assise juste à côté de moi. Personne n'a rien remarqué, ni Julien, ni les autres. Seule Karine a jeté un coup d'œil pendant une demi-seconde, mais elle n'a rien dit. J'ai pris une petite bouchée de ma nouvelle assiette, rien à signaler, juste du gâteau normal, mais quelques minutes plus tard, Karine a pris une bouchée de l'assiette que je lui avais donnée et ça a commencé doucement, sa main tenant la fourchette s'est mise à trembler contre l'assiette. Puis son visage est devenu blême. Elle a pressé une main sur son estomac, a dégluti difficilement et a marmonné quelque chose qui est sorti pâteux et haché. Elle a regardé autour d'elle, confuse, puis s'est affaissée lentement sur la chaise la plus proche, respirant vite. Les yeux écarquillés comme si elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son corps. Julien s'est figé, la pièce est devenue silencieuse, les gens se sont précipités pour demander si elle allait bien, il s'est agenouillé près d'elle, la voix tendue, « Karine, Karine, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a essayé de répondre, mais n'a réussi qu'à émettre un son faible et inarticulé. En quelques minutes, il l'aidait à aller vers la porte, disant qu'elle avait dû manger quelque chose de mauvais et qu'il devait rentrer chez eux. La fête s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé et tout le monde est parti en chuchotant avec inquiétude. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à regarder leur voiture disparaître au bout de la rue, tenant toujours l'assiette à la main, si vous voulez savoir ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Cliquez sur ce bouton s'abonner et activez les notifications dès maintenant, vous n'allez pas croire ce qui va suivre. Après le départ de la dernière voiture et le retour du silence dans la rue, je suis rentré dans la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Le bruit de la fête s'est évanoui si soudainement qu'il m'a laissé un bourdonnement dans les oreilles. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai posé la pile d'assiettes que j'avais rassemblées et j'ai commencé à les rincer à l'eau chaude. La routine aidait, donnant à mes mains quelque chose à faire pendant que mon esprit s'emballait. La réaction de Karine ne cessait de repasser en boucle dans ma tête, le tremblement soudain de ses mains, la façon dont elle s'agrippait l'estomac, les mots pâteux qui se formaient à peine avant qu'elle ne s'effondre sur une chaise. Ce n'était pas un évanouissement. Ce n'était pas des vomissements dramatiques ou un effondrement total, c'était juste assez pour que tout le monde s'arrête et regarde, juste assez pour mettre fin à la soirée plus tôt que prévu. Julien l'avait immédiatement aidé à se relever, la voix serrée par l'inquiétude, disant qu'elle avait dû manger quelque chose qui ne passait pas et personne n'a posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai essuyé un verre et l'ai placé sur l'égouttoir, mes pensées ont dérivé vers les mois précédents ce soir. Julien m'avait posé des questions sur mon médecin plus souvent, pas des nouvelles occasionnelles, mais des questions très précises. Tu vas faire des bilans réguliers? Est-ce que le médecin a dit quelque chose sur ta tension ou ton stress? J'avais répondu sans réfléchir que tout allait bien, c'était mon petit frère, cela ressemblait à de la tension. Puis je me suis souvenu d'un après-midi du printemps dernier, il était venu seul, s'était assis à cette même table de cuisine, avait regardé les pièces vides et avait dit doucement, « Tu vis toute seule comme ça? Si jamais tu es trop fatigué, je peux t'aider à tout gérer, les finances, la paperasse, tout ce dont tu as besoin, ne t'inquiète pas. » Son ton avait été doux, presque protecteur. Je me souvenais avoir souri et changé de sujet, cela ressemblait au garçon que j'avais élevé après la mort de nos parents, responsable et attentionné, mais ce soir, ces mêmes mots semblaient plus lourds, aider à tout gérer, cette phrase restait gravée dans mon esprit. J'ai fini d'essuyer le comptoir et je suis entré dans le petit bureau attenant au salon, le classeur métallique se tenait contre le mur, inchangé depuis que j'avais commencé à travailler à temps plein à 20 ans, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à feuilleter les dossiers. Je me disais que je vérifiais simplement les documents de la maison, quelque chose d'ordinaire pour calmer mes nerfs, j'avais besoin de voir l'acte de propriété, la preuve que cet endroit m'appartenait vraiment,
mais mes doigts se sont arrêtés sur une chemise fine sans étiquette. Sauf ma propre écriture dans le coin, Julien, mandat. Je l'ai sorti, le document datait de 3 ans plus tôt, un mandat de protection future, je me suis souvenu du jour où il l'avait apporté, il avait dit que la banque recommandait à tout le monde d'en avoir un juste au cas où. J'avais été épuisé après une longue semaine, je lui faisais entièrement confiance et j'avais signé là où le post-it l'indiquait, je n'avais pas lu les petits caractères, maintenant je le faisais et le langage était précis et impitoyable. Si un médecin déclarait un jour que j'étais incapable de gérer mes propres affaires, médicales ou financières, Julien obtiendrait le contrôle immédiat et total de mes comptes bancaires, de mes investissements, de ma propriété, de mes décisions médicales et même de mon lieu de résidence. Aucune expiration, aucune seconde opinion requise, un seul certificat médical suffirait. Ma poitrine s'est serrée, pas de panique, mais une prise de conscience. J'ai posé le dossier sur le bureau et je me suis assise, la maison était complètement silencieuse à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale. J'ai repensé aux mains tremblantes de Karine, aux yeux de Julien fixés sur mon assiette, à la rapidité avec laquelle il l'avait fait sortir, il ne s'était pas attendu à ce que j'échange les assiettes, c'était clair. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue sombre, demain j'appellerai maître Éric Lambert, le notaire qui s'était occupé de l'achat de ma maison, j'avais besoin de vraies réponses, pas de suppositions, car pour la première fois depuis que j'avais acheté ce pavillon. Je ne le sentais plus juste comme un foyer, mais comme quelque chose que je devais protéger. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait les nouvelles fenêtres de la chambre, j'ai décroché le téléphone et appelé maître Lambert, c'était le notaire qui s'était occupé de la signature de l'acte de vente 6 mois plus tôt, il était calme, minutieux et ne me pressait jamais dans les explications. Quand il a répondu, j'ai gardé une voix stable, « Maître, c'est Sandrine Mercier, je dois vous voir aujourd'hui si possible, j'ai trouvé quelque chose dans mes dossiers hier soir, il n'a posé aucune question inutile, venez à 10 heures, je vais libérer 1 heure pour vous. » Je suis arrivé en avance, l'étude sentait légèrement le café et le papier frais, maître Lambert m'a accueilli à la porte, ses cheveux gris soigneusement peignés, ses lunettes reposant correctement sur son nez, il m'a conduite dans la salle de conférence et a fermé la porte. J'ai posé la chemise cartonnée sur la table, c'est un mandat que Julien m'a fait signer il y a 3 ans, il a dit que c'était standard au cas où je serais stressé par le travail, je ne l'ai pas lu attentivement. Maître Lambert a ouvert le dossier et a parcouru les pages lentement, son expression n'a pas changé, mais j'ai vu un léger plissement autour de ses yeux, il a ajusté ses lunettes 2 fois, c'est un mandat de protection future très large, a-t-il finalement dit. Il donne à Julien un contrôle immédiat sur vos finances, vos biens, vos décisions médicales et même votre lieu de vie si un médecin détermine que vos facultés sont altérées, il n'y a pas de garde-fou, pas d'approbation du juge des tutelles requises, pas de contre-expertise. Un seul certificat médical l'activerait. J'ai senti l'air quitter la pièce, je l'ai signé parce que c'est mon frère, il a dit que c'était pour me protéger. Maître Lambert a hoché la tête une fois, beaucoup de gens signent des documents comme celui-ci en pensant exactement cela, mais malheureusement, celui-ci n'offre pas de protection, il offre le contrôle, si quelqu'un voulait l'utiliser contre vous, il le pourrait absolument. J'ai fixé la signature sur la dernière page, ma propre écriture légèrement précipitée, légèrement penchée, je me souvenais du jour où Julien s'était assis en face de moi à la table de la cuisine, glissant les papiers vers moi avec un sourire rassurant, signe juste là, Serette. C'est rien de grave, maintenant, ce souvenir semblait calculé. Maître Lambert a fermé le dossier, vous sentez-vous incapable de gérer votre propre vie en ce moment? J'ai croisé son regard, j'ai conduit jusqu'ici moi-même, j'ai fait mes comptes hier, j'ai acheté cette maison il y a 6 mois sans l'aide de personne, j'ai 40 ans et je gère mes propres finances depuis mes 20 ans. Un petit sourire a traversé son visage, alors nous pouvons révoquer cela aujourd'hui, je vais rédiger la révocation immédiatement, nous pouvons aussi discuter de la création d'un nouveau mandat ou d'un testament pour protéger vos actifs à l'avenir. Avec quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Je n'ai pas hésité, révoquez-le, et je veux que Delphine soit nommée comme ma mandataire si quelque chose m'arrive, pas Julien. Maître Lambert a pris note, compris, nous allons rendre cela spécifique et blindé. Nous avons passé les 40 minutes suivantes à revoir chaque ligne, il l'a lu à haute voix, a fait une pause pour mes questions et m'a laissé le relire moi-même, il n'y avait aucune précipitation. Quand j'ai signé la révocation, ma main était ferme, au moment où j'ai quitté l'étude, le soleil était haut, je me sentais plus légère, mais une froide réalisation restait dans ma poitrine, Julien n'avait pas simplement offert son aide. Il avait construit un moyen de tout prendre s'il décidait un jour que j'étais incapable. J'ai conduit lentement vers la maison, les fenêtres baissées, laissant l'air m'éclaircir les idées,
de l'extérieur, la maison semblait la même, calme, solide, mienne, mais à l'intérieur, tout avait changé. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise là un moment, le dossier sur le siège passager, je l'ai ramassé, l'ai porté à l'intérieur et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Prochaine étape, la banque, j'avais besoin de voir exactement ce que Julien avait déjà touché. Quelques jours seulement après avoir rencontré Maître Lambert, je suis entré à la banque avec la nouvelle pile de papier dans mon sac, le hall était calme en milieu de matinée. Madame Rania Sali était à son bureau près du fond, la même conseillère qui m'avait aidé à ouvrir le compte quand j'avais transféré les fonds après la vente de la maison. Elle a levé les yeux à mon approche et a souri professionnellement. « Madame Mercier, ravi de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je me suis assise et j'ai placé le document de révocation et une copie imprimée de l'ancien mandat sur le bureau. J'ai besoin d'un examen complet de l'activité de mon compte pour les 3 dernières années, et je dois annuler toutes les procurations liées à ce mandat. L'expression de Rania est passée de polie à concentrée. Elle a affiché mon compte sur son écran, a tapé rapidement, puis s'est arrêtée, ses yeux ont scanné les lignes. Je vois la procuration enregistrée il y a 3 ans accordée à Julien Mercier, elle est toujours active dans notre système. Ce document a été révoqué, ai-je dit, voici la révocation signée par mon notaire, effective immédiatement. Elle a pris les papiers, a lu la révocation attentivement, puis a hoché la tête, compris, je vais mettre le système à jour tout de suite, mais avant de le faire, laissez-moi sortir l'historique pour que vous puissiez voir ce qui a été traité sous cette autorité. Elle a cliqué sur plusieurs écrans, j'ai observé son visage alors que les chiffres et les dates défilaient. Après 1 minute, elle s'est légèrement reculée, depuis que la procuration a été accordée. Il y a eu des virements automatiques mensuels réguliers vers un compte externe au nom de Julien Mercier, classé comme aide familiale. Le montant a légèrement varié, mais il s'élève en moyenne à plusieurs milliers d'euros chaque mois. Ma mâchoire s'est serrée, plusieurs milliers ? Oui, et il y a des retraits ponctuels supplémentaires, certains étiquetés comme avance de trésorerie d'urgence, d'autres comme virements pour des achats, des frais de magasin de meubles, des paiements de cartes de crédit, quelques virements de consolidation de dettes. Tous autorisés sous la signature de la procuration. J'ai senti une brûlure lente monter dans ma poitrine, je n'ai jamais approuvé aucun de ceux-là, je ne savais même pas qu'ils existaient. Rania a croisé mon regard, ils ont été traités comme valides en vertu du document de procuration que nous avions dans nos dossiers, la signature correspondait à celle enregistrée. J'ai pris une lente inspiration, annulé chaque autorisation liée à Julien Mercier, plus de virements automatiques, plus de modifications par téléphone ou en ligne, uniquement une vérification en personne avec moi présente. Elle a hoché la tête sans hésitation, je peux faire ça immédiatement, je vais aussi signaler le compte pour une sécurité renforcée, pièce d'identité requise pour tout changement futur même avec des tentatives de procuration. Et je vais générer un relevé complet imprimé pour les 36 derniers mois afin que vous ayez des documents. Pendant qu'elle imprimait la pile, j'ai fixé les chiffres sur son écran, des milliers d'euros, de l'argent que j'avais gagné au cours de décennies de longues heures et d'économies prudentes, de l'argent que j'avais utilisé pour aider Julien quand il en avait besoin, réparation de voiture, apport, prêt à court terme qu'il promettait toujours de rembourser. Je n'avais jamais remis en question les montants parce que je croyais que la famille aidait la famille, maintenant je voyais le schéma, l'aide est étalée à sens unique. Rania m'a tendu les relevés imprimés dans une chemise, tout est mis à jour, personne ne peut accéder ou changer quoi que ce soit sans votre présence directe et votre pièce d'identité, si vous avez besoin de geler le compte complètement, nous pouvons le faire aussi. Pas encore, ai-je dit, mais merci, Rania, cela m'aide plus que vous ne le pensez. Elle m'a fait un petit signe de tête compréhensif, j'ai déjà vu des situations comme celle-ci, c'est bien que vous l'ayez attrapé tôt. J'ai quitté la banque avec le dossier sous le bras, le soleil était brillant dehors, mais la clarté froide à l'intérieur de moi ne s'était pas estompée. Julien n'avait pas seulement préparé un filet de sécurité pour moi, il avait construit un pont vers toutes mes économies. Je suis monté dans ma voiture et je me suis assise 1 minute, les clés à la main, le prochain appel serait pour Delphine. Elle devait savoir ce qui se passait et j'avais besoin de savoir si elle avait vu ou entendu autre chose. Environ 2 semaines après ma visite à la banque, Delphine s'est présentée à ma porte avec un regard que je n'avais pas vu sur son visage depuis qu'elle était adolescente, à vif, presque effrayé. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté, Delphine est entrée sans un mot, portant toujours son manteau, ses mains enfoncées profondément dans ses poches, elle ne s'est pas assise tout de suite, elle a fait les 100 pas une fois à travers le salon, puis s'est arrêtée devant la fenêtre. Regardant la cour comme si elle essayait de trouver le bon endroit pour commencer. « Serette » a-t-elle finalement dit, la voix basse, « Je suis allée voir Julien et Karine le week-end dernier, je ne voulais pas y aller,
mais je pensais que je devais être sûr, j'avais besoin de savoir si j'imaginais juste des choses. J'ai fait un geste vers le canapé, Delphine s'est assise tout au bord, ses genoux pressés l'un contre l'autre, son téléphone déjà dans sa main. J'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit, je ne voulais pas l'enregistrer, mais quand je les ai entendus parler dans la cuisine, je ne pouvais pas juste partir. Elle a déverrouillé l'écran et m'a tendu le téléphone, regarde quand tu seras prête, mais Serette, je suis désolé de devoir te montrer ça. J'ai pris le téléphone, mon pouce a plané sur le bouton lecture, pendant un moment, j'ai failli le rendre, une partie de moi ne voulait pas savoir, une autre partie de moi savait déjà. J'ai appuyé sur lecture, la vidéo a commencé en tremblant, Delphine avait dû caler le téléphone contre un vase ou quelque chose dans le couloir, la porte de la cuisine était légèrement ouverte, la lumière s'en échappait. Julien tournait le dos à la caméra, les manches retroussées, appuyé contre le comptoir, Karine se tenait face à lui, les bras croisés, la voix tendue. Julien, elle a échangé les assiettes, Karine a pris la dose à la place, c'est pour ça qu'elle a été malade juste là, à la fête. Karine, je ne me sens toujours pas bien, mais ça ne devait pas être moi, la dose était seulement censée la faire paraître instable, juste assez longtemps pour faire intervenir les services sociaux, une mauvaise nuit, un certificat médical, et le mandat s'active. Julien, on était si proches, mais maintenant elle commence à se poser des questions, si les services sociaux débarquent maintenant, ils verront qu'elle va bien, on a besoin d'un autre moyen, quelque chose de plus lent, elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours. Karine, elle fait confiance à Delphine plus qu'à nous, peut-être qu'on peut utiliser ça, faire en sorte que Delphine la convainque de signer quelque chose de nouveau. Julien, non, Delphine est trop loyale, on doit faire attention, mais on ne s'arrête pas, la maison, les économies, c'est à nous, elle a eu sa part. L'audio s'est coupé alors que des bruits de pas se rapprochaient, la vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'image figée, le visage de Julien saisi au milieu d'une phrase, l'expression de Karine froide et impatiente, mes mains tremblaient tellement que le téléphone a glissé un peu, je l'ai posé sur la table basse comme s'il était brûlant. Delphine m'observait attentivement, Serette, je ne sais pas quoi dire, je sais juste que je ne pouvais pas les laisser te faire ça. J'ai levé les yeux vers elle, la gorge serrée, pourquoi as-tu enregistré ça? Parce que je les observe depuis des mois, a dit Delphine, après la fête, quand Karine est tombée malade si vite, j'ai commencé à remarquer des choses, Julien posant des questions sur tes rendez-vous médicaux, Karine parlant de la maison comme si elle leur appartenait déjà. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, mais au fond je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a dégluti, tu te souviens quand j'étais petite? Tu faisais de boulot pour m'acheter des livres et des vêtements pour que je puisse aller à la fac sans m'inquiéter de l'argent, tu dormais sur le canapé pour que je puisse avoir la chambre, tu ne m'as jamais rien demandé. Tu voulais juste que j'aie une vie meilleure que toi. Sa voix s'est brisée, Julien est différent, il a toujours pensé que tu lui devais quelque chose parce que tu es la grande sœur, parce que tu avais plus, mais je ne vois pas les choses comme ça, je vois comment tu as sacrifié ta jeunesse. Je ne peux pas rester là à regarder et le laisser prendre tout ce que tu as travaillé si dur pour construire. J'ai fermé les yeux, les souvenirs ont afflué, Delphine a 10 ans, me serrant dans ses bras après un long service, 10 ans, tu es la meilleure personne que je connaisse, Julien a 15 ans demandant de l'argent pour un nouveau vélo, promettant de rembourser un jour. Je les avais crus, maintenant cette croyance avait disparu. J'ai ouvert les yeux, merci, Delphine, de ne pas avoir détourné le regard, d'avoir choisi de rester avec moi. Elle a tendu la main et a pris la mienne, la serrant fermement, je n'ai pas choisi, j'ai juste fait ce qui était juste, tu es ma vraie famille, pas Julien et Karine. J'ai serré sa main en retour, le tremblement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus net, la résolution. Je vais envoyer cette vidéo à Maître Lambert, il saura quoi faire, et je vais te protéger aussi, cette maison, les économies, tu mérites de savoir qu'elles seront en sécurité avec quelqu'un qui les valorise vraiment. Delphine a hoché la tête, les larmes aux yeux, mais sans hésitation dans la voix, je n'ai besoin de rien, j'ai juste besoin que tu sois en sécurité. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le téléphone reposait entre nous comme une arme chargée, silencieuse mais prête. Pour la première fois depuis la pendaison de Crémaillère, je ne me sentais pas seul dans ce combat, j'avais des preuves, j'avais Delphine et j'avais la vérité sur qui était vraiment ma famille. Un après-midi de fin de week-end, j'ai vu la voiture de Julien s'arrêter devant ma maison, j'ai observé depuis la fenêtre du salon alors qu'il se garait de travers, le moteur tournant encore quelques secondes avant de s'éteindre. Karine est sortie la première, claquant la porte passager plus fort que nécessaire, Julien a suivi,
regardant autour de lui comme s'il s'attendait à être observé. Ils ont remonté l'allée ensemble, leurs visages forcés au calme, tandis que leurs épaules restaient raides d'intention. La sonnette a retenti 2 fois, sèche et impatiente. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai ouvert la porte juste assez large pour me tenir dans l'embrasure. Je ne me suis pas écarté, je n'ai pas souri. Julien a parlé le premier, sa voix trop douce. « Salut Serette, on était dans le coin, on s'est dit qu'on passerait voir comment tu allais. » Karine a forcé un sourire crispé à côté de lui. « Oui, ça fait un bail, tu nous as manqué. » Je les ai regardés tous les deux, les mains de Julien étaient enfoncées dans ses poches, ses épaules tendues comme du fil de fer. Les yeux de Karine ont papillonné derrière moi vers l'intérieur de la maison, cherchant peut-être à voir si j'étais seul, peut-être un signe de faiblesse. « Je vais bien » ai-je dit d'un ton égal, « mais je ne vous laisse pas entrer. » Le sourire de Julien a vacillé une fraction de seconde. « Allez, Serette, on est de la famille, on ne peut pas juste parler ?» J'ai gardé ma voix calme, j'ai déjà assez parlé, j'ai révoqué le mandat de protection, j'ai annulé chaque virement et autorisation lié à toi, et j'ai la preuve de ce que vous prévoyiez. Le visage de Karine a changé instantanément, ses yeux se sont plissés, ses lèvres se sont pressées en une ligne fine, ses joues devenant rouges. « Des preuves. » « Quelles preuves ? Tu inventes des choses. » Julien a fait un demi-pas en avant, ses épaules se soulevant. « Écoute, Serette, quoi que tu penses savoir, c'est un malentendu, on s'inquiétait juste pour toi. » Je n'ai pas bougé, la vidéo ne ment pas, j'ai entendu chaque mot, juste assez longtemps pour faire intervenir les services sociaux. Elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours. Vous n'étiez pas inquiet. Vous prévoyiez de me faire passer pour incompétente afin de pouvoir tout prendre. La voix de Karine est montée, presque un cri. « C'est ridicule. Tu ne peux pas nous accuser comme ça, nous sommes ta famille. Tu as toujours agi comme si tu valais mieux que nous, la parfaite grande sœur qui a tout sacrifié, et maintenant tu nous coupes les vivres après tout ce qu'on a traversé. » Ces mots ont piqué, mais pas comme elle le voulait, les années de double service, les nuits où je me suis privé pour qu'ils puissent avoir plus, tout cela est revenu, mais la douleur semblait différente maintenant, plus nette, plus claire, plus aucune culpabilité, seulement de la clarté. « Je vous ai donné tout ce que je pouvais, ai-je dit doucement, et vous l'avez utilisé pour construire un piège, ça s'arrête aujourd'hui. » La mâchoire de Julien s'est serrée si fort que j'ai vu le muscle sauter, il a jeté un coup d'œil à Karine, puis de nouveau à moi, sa voix basse est bordée de menaces. « Tu es paranoïaque, tu penses que tu peux juste nous mettre dehors ? On va se battre, on dira à tout le monde que tu perds la tête, personne ne croira une femme seule contre son propre frère, tu vas regretter ça. » Karine s'est approchée, le visage rouge foncé, son doigt pointant l'air. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, on fera en sorte que tout le monde sache à quel point tu es ingrate, comment tu as abandonné ta famille quand on avait besoin de toi. » J'ai croisé le regard sans broncher, la colère qui émanait d'eux semblait presque physique, mais elle ne m'atteignait plus. « Il n'y a plus rien à arranger, ai-je dit, ne revenez jamais ici. » Karine a ouvert la bouche pour crier autre chose, le visage tordu par la rage, mais Julien a attrapé son bras et l'a tiré en arrière. « On y va » a-t-il marmonné entre ses dents serrées, elle n'écoute pas. Ils se sont tournés et ont descendu l'allée. Karine a regardé en arrière une fois, ses yeux brûlants de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Julien n'a pas regardé en arrière du tout, ses épaules étaient rigides, ses pas lourds d'une défaite qu'il refusait de montrer. J'ai lentement fermé la porte, le clic de la serrure a sonné final, propre et délibéré. Je suis resté dans le couloir à écouter leur voiture démarrer et s'éloigner, mon cœur battait fort, mais ma respiration restait stable, pas de larmes, pas de tremblement, juste une certitude tranquille. J'avais dit ce qui devait être dit, j'avais fermé la porte sur eux, littéralement et complètement. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait à nouveau sûre. Juste après avoir coupé tous les liens que Julien avait avec mes comptes, une femme que je ne connaissais pas a frappé à ma porte. C'était un mardi après-midi, la maison était calme à part le léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une femme d'une trentaine d'années, blazer sombre, porte-bloc à la main, cordon avec un badge officiel, professionnel, calme, officiel. J'ai ouvert la porte. « Puis-je vous aider ? » Madame Sandrine Mercier. Je suis Valérie Garcia, travailleuse sociale mandatée par le département, nous avons reçu un signalement concernant votre bien-être. Puis-je entrer pour une visite rapide d'évaluation ? Je me suis écarté. Bien sûr, entrez je vous en prie. Elle est entrée, regardant autour d'elle avec une neutralité polie, je l'ai conduite à la table de la cuisine et lui ai offert du thé, elle a accepté, camomille, nature, sans sucre. J'ai versé 2 tasses et je me suis assise en face d'elle. Valérie a posé son porte-bloc. Je vais être direct,
le signalement provient d'un membre de la famille, il a soulevé des préoccupations concernant une négligence personnelle, une confusion possible. Des difficultés à gérer la vie quotidienne et des conditions de vie dangereuses, mon rôle est d'évaluer s'il y a un risque immédiat et si des services de soutien sont nécessaires. J'ai hoché la tête, je comprends, posez toutes les questions que vous devez poser. Elle a commencé par des questions de routine, comment je passais mes journées, si je prenais des médicaments, comment je gérais les factures et les rendez-vous, à qui je parlais régulièrement, comment je me déplaçais en ville. J'ai répondu à chacune clairement et complètement, je conduisais moi-même partout, je payais les factures à temps, j'équilibrais les comptes chaque mois, je faisais du bénévolat à la bibliothèque 2 fois par semaine, je cuisinais, nettoyais, gérais tout moi-même, pas de repas manqués. Pas de confusion, pas d'isolement. Valérie prenait des notes sans m'interrompre, après environ 20 minutes, elle s'est légèrement reculée, tout ce que vous avez décrit correspond à une personne pleinement indépendante et capable, mais le rapport était détaillé. Ils ont mentionné une vulnérabilité financière et un possible déclin cognitif. J'ai tendu la main vers le dossier que j'avais préparé sur le comptoir la veille, j'avais anticipé cela, voici la documentation qui répond directement au signalement. Elle a pris le dossier et l'a ouvert méthodiquement, je l'ai regardé scanner les pages, d'abord la révocation notariée du mandat de protection signé et daté quelques jours plus tôt. Ensuite les relevés bancaires montrant 3 ans de virements automatiques mensuels non autorisés et de retrait ponctuel sous l'autorité de Julien, enfin la clé USB étiquetée et conversation, Julien et Karine Mercier. Valérie a branché la clé USB sur sa tablette, elle a inséré des écouteurs, a appuyé sur lecture et a regardé le court extrait en silence, son expression est restée professionnelle, mais j'ai vu ses sourcils se lever légèrement à mi-chemin. Quand la vidéo s'est terminée, elle a retiré les écouteurs et m'a regardé, c'est une preuve substantielle, a-t-elle dit doucement, exploitation financière sur une longue période, plus un plan apparent pour saper votre capacité afin de déclencher un contrôle légal. Le timing du signalement qui nous a été fait immédiatement après que vous ayez révoqué l'accès suggère des représailles. J'ai hoché la tête une fois, exactement. Valérie a fermé le dossier, j'ai traité de nombreux cas impliquant des conflits familiaux sur des actifs, la plupart n'incluent pas ce niveau de préparation, vos dossiers financiers sont méticuleux, vos réponses aujourd'hui sont cohérentes et lucides. Il n'y a aucune indication de négligence personnelle, de déficience cognitive ou de conditions dangereuses, en fait je dirais que vous gérez exceptionnellement bien étant donné les circonstances. Elle s'est levée et a rassemblé ses affaires, je vais clore ce dossier comme non fondé, je vais documenter les préoccupations d'exploitation et référer l'affaire à l'unité d'enquête appropriée, si vous subissez d'autres tentatives de contact ou des signalements supplémentaires. Appelez-moi directement, voici ma ligne directe. J'ai pris la carte, merci Valérie, j'apprécie que vous soyez venue personnellement. Elle s'est arrêtée à la porte, pour ce que ça vaut, j'ai vu des frères et sœurs adultes essayer de prendre le contrôle de nombreuses fois, cela réussit rarement lorsque la personne visée est aussi organisée et résolue que vous, continuez à vous protéger, Madame Mercier. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture et s'éloigner, la rue a retrouvé son calme habituel, je suis retourné à la cuisine, j'ai ramassé le dossier et je l'ai replacé sur le comptoir, la clé USB était toujours dans mon ordinateur portable, je l'ai éjectée et rangée avec les autres documents. La dernière manœuvre de Julien, appeler une autorité extérieure pour me mettre la pression, avait complètement échoué, cela n'avait fait que renforcer ma position. Je me suis fait une tasse de thé fraîche et je me suis assise à la table en regardant le jardin, le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse, je ne me sentais plus traqué, je me sentais en sécurité. Le temps a passé et j'ai commencé à voir tout plus clairement que jamais, quelques semaines après que Valérie ait clos le dossier, je suis retourné à l'étude de Maître Lambert. Révoquer le mandat avait sécurisé mes comptes, mais je voulais quelque chose d'indestructible, Maître Lambert a mis en place des dispositions testamentaires blindées pour moi, j'ai tout structuré pour que la maison, mes comptes d'investissement et la plupart de mes économies soient protégés. Delphine a été nommée légataire universel avec des provisions claires pour couvrir les taxes foncières, l'entretien et l'assurance pour les 25 prochaines années. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Delphine au cours d'un dîner, elle a posé sa fourchette et m'a regardé pendant un long moment, « Sœurette, je n'ai besoin de rien », a-t-elle dit doucement, « je veux juste que tu aies la paix. » J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne, je sais, mais cette maison contient les bons souvenirs, ceux qu'on a créés quand tu étais petite, quand je te lisais des histoires après de longs services. Je veux qu'elle reste avec quelqu'un qui la valorise comme plus que de l'argent, je veux qu'elle soit à toi. Les yeux de Delphine se sont remplis de larmes, mais elle a souri, je promets que je la garderai comme un vrai souvenir, pas comme un actif, mais comme l'endroit où nous étions autrefois une famille.
J'ai signé les dernières pages la semaine suivante, Maître Lambert a lu chaque ligne à haute voix et m'a ensuite regardé signer. Quand l'encre a séché, il a glissé le dossier à travers le bureau. Vous avez construit un bouclier autour de votre avenir, peu de gens le font aussi minutieusement. J'ai quitté son bureau avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les conséquences pour Julien se sont déroulées régulièrement et sans pitié, sans les virements mensuels, ses finances se sont effondrées, la maison dans laquelle lui et Karine vivaient, achetée avec mes économies indirectement, avait un prêt qu'il ne pouvait plus payer. Les avis sont arrivés, puis les lettres de mise en demeure, puis les procédures de saisie. 8 mois plus tard, Karine l'a quitté, elle a demandé le divorce, citant des différences irréconciliables et une pression financière écrasante. Julien a déménagé dans un petit appartement loué en périphérie de la ville, seul, il a perdu le contrôle de mes actifs, il a perdu le soutien financier dont il était devenu dépendant, il a perdu le respect de ce qui restait de notre famille, il a perdu son mariage. Tout cela parce que sa cupidité l'avait poussé à prendre ce qui n'avait jamais été à lui. Delphine a coupé tout contact, elle a changé de numéro et l'a bloqué sur toutes les plateformes. À la place, elle me rendait visite chaque week-end, apportant des fleurs fraîches pour la table, aidant à tailler le jardin, parlant de son nouveau travail dans le graphisme. Elle construisait quelque chose de solide, indépendant, stable, reconnaissant, elle ne demandait jamais rien, elle était simplement présente. Quant à moi, j'ai commencé à vivre, je me suis inscrite à un cours d'aquarelle à la maison de quartier le jeudi soir, l'instructeur était patient, les autres élèves étaient gentils et calmes, j'ai peint le vieux chêne dans mon jardin, celui qui se tenait là depuis des décennies. Sur la toile ses branches semblaient plus fortes et plus gracieuses. J'ai augmenté mes heures à la bibliothèque, lisant des livres d'images aux enfants le samedi matin, aidant aux ateliers de bricolage l'après-midi, je me suis fait des amis qui ne me connaissaient que sous le nom de Sandrine, la femme qui apportait toujours des biscuits supplémentaires à partager. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus chaleureuse, mienne d'une façon qu'elle n'avait jamais été auparavant. Un soir, alors que j'étais assise sous le porche avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil teinter le ciel de rose doux et d'or, j'ai pensé au voyage, à la fête, à l'assiette échangée, à la vidéo, à la confrontation, à la visite des services sociaux, au testament, et à Julien. Je l'avais élevé, je l'avais aimé comme un fils, je lui avais donné des chances que je ne m'étais jamais données à moi-même et il avait utilisé chacune d'elles pour me prendre quelque chose, mais sa cupidité a fait ce que je n'aurais jamais pu prédire, elle l'a détruit. Il a perdu le contrôle, il a perdu l'argent dont il dépendait, il a perdu le respect de ce qui restait de notre famille, il a perdu son mariage, tout cela parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de vouloir plus que ce qu'il avait gagné. Je ne ressentais pas de pitié, je ressentais la paix, j'avais sacrifié ma jeunesse pour élever Julien et Delphine, j'avais travaillé des heures interminables, sauté des rêves et fait passer leur avenir avant le mien, mais le sacrifice ne signifie pas la reddition. Cela ne signifie pas laisser quelqu'un prendre votre vie juste parce que vous lui avez un jour donné votre cœur. La vraie famille n'exploite pas, la vraie famille respecte, la vraie famille protège. Je me suis levé et je suis rentré à l'intérieur, la maison était calme, chaude et sûre, j'ai éteint les lumières et je suis allé au lit, demain je me réveillerai, ferai du café, ouvrirai les fenêtres et vivrai la journée selon mes propres termes. Je suis Sandrine Mercier, j'ai construit cette vie, je l'ai défendue et maintenant elle m'appartient. La valeur que cette histoire vous apporte, le sacrifice a des limites, vous pouvez tout donner à la famille, mais cela ne leur donne pas le droit de prendre votre vie en retour. Les limites ne sont pas une trahison, elles sont le respect de soi. La cupidité détruit les avides, le désir incontrôlé de Julien lui a tout coûté, pouvoir, argent, réputation et mariage, l'ambition sans intégrité mène à l'autodestruction. La famille est choisie, pas héritée, le sang ne garantit pas la loyauté, Delphine a prouvé que la vraie famille se tient à vos côtés, vous protège et honore ce que vous avez construit. Protégez-vous tôt, n'attendez pas la trahison pour agir, documentez tout, demandez des conseils juridiques, révoquez l'accès lorsque la confiance est brisée, votre paix vaut plus que n'importe quelle relation. La liberté vient de la décision, couper les liens toxiques n'est pas un échec, c'est une victoire, c'est ainsi que vous récupérez votre vie et faites de la place pour un amour et une croissance authentique. Vivez délibérément, protégez ce qui compte et ne vous excusez jamais de vous choisir vous-même.